C'est un moment pour moi super émouvant et super important parce que jusqu'à présent le festival Vive les Solidarités, on en parlait. Là il commence maintenant, vraiment maintenant. Alors vous bien sûr vous avez fait plein de choses avant, mais ça commence maintenant et avec Philippe Croizon qui va venir vous parler tout à l'heure. Moi ce que je voulais juste vous dire très simplement, je suis heureux que ce premier festival, le premier d'une longue série, il commence avec vous les partenaires du festival, avec vous toutes les associations qui ont répondu présent à notre invitation, avec vous une partie des bénévoles, des mutuelles du groupe Vive. C'est super important que ça commence avec vous. Je vais vous dire en 2 mots pourquoi on a fait ce festival. On a fait ce festival parce qu'on vit dans un moment, dans une période où souvent il y a plein de raisons pour les gens de ne pas se rencontrer, de se séparer, où chacun vit avec ceux qui lui ressemblent et finalement ne va pas ou insuffisamment à la rencontre de l'autre. Alors nous, on avait une ambition toute simple, c'est de se dire que dans cette période un peu de chacun pour soi, de repli sur soi, on n'a jamais trop d'événements, de moments de rencontre festifs, accessibles, populaires. Et l'idée de ce festival, c'est juste ça, organiser un moment festif, populaire, accessible. Et puis surtout, ce qu'on s'est dit, on veut que ce soit plus qu'un festival. Nous, moi parce que je suis mutualiste, vous parce que vous êtes responsable associatif, vous parce que vous êtes bénévole, finalement vous avez envie de vous engager. Vous êtes engagés. Eh ben, on veut mettre ce festival sous le signe de l'engagement. Et l'engagement, on ne veut pas seulement en parler, on veut montrer ce que c'est que s'engager. Et moi, ce dont je veux vraiment remercier notamment toutes les associations qui sont là, c'est que vous n'êtes pas venus uniquement avec des flyers pour présenter vos associations. Vous allez animer le site. Vous allez animer le site avec vous. On va pratiquer des activités, des jeux virtuels, des activités sportives, beaucoup d'actions de prévention, etc., etc. On va être dans le faire. L'engagement, c'est pas parler, c'est faire. Et vous allez, on va être dans le faire et ça me plaît. Et puis la manière dont le site est organisé, vous avez vu, donc 3 scènes. On va dans la première année, il y aura peut-être des petits couacs, mais on n'aura pas de concert en même temps sur les 2 principales scènes. Et donc pour passer d'une scène à l'autre, d'un concert à l'autre, les festivaliers vont traverser le village des associations. Donc certains vont s'arrêter. Pas énormément, ils sont venus pour écouter de la musique, mais moi je me dis que si certains traversent, si certains s'arrêtent, si certains dialoguent avec vous, et puis si dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2, 3, 5, 10, 15 personnes décident finalement de pousser la porte d'une de vos associations et de vous rejoindre pour grossir le rang des bénévoles et pour grossir les forces de l'engagement, alors on aura fait œuvre utile et on aura réussi notre pari. Merci d'être là, c'est le vrai lancement. C'est le premier, j'en suis sûr, d'une longue série, dans un site magnifique et avec votre présence, avec toute l'énergie déjà que vous nous apportez, que vous nous donnez. Merci d'être là, il y a un petit film et après il y a un petit truc pour vous. Merci. Alors, n'applaudissez pas trop longtemps parce qu'on a un temps limité, d'accord? Ça va? Oui. Ah ben moi aussi. C'est génial, hein? Bon, on est content à l'endroit où on est. C'est juste extraordinaire. Donc, je vais vous parler d'un petit mot pour commencer. Un mot que vous avez entendu dans cette vidéo, un mot auquel j'ai cru jusqu'à l'âge de 26 ans. Ce mot, c'est impossible. Combien de fois on m'a dit, c'est pas possible, tu peux pas faire ça? Combien de fois on vous a dit, hey, c'est pas possible, tu peux pas faire ça? Et surtout, combien de fois vous vous êtes dit vous-même, eh mais c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Et moi ce mot impossible, comme je vous le dis, j'ai cru jusqu'à l'âge de 26 ans jusqu'au jour où j'ai eu un accident. Et je suis arrivé en centre de rééducation. Et là j'ai compris que l'impossible n'existait pas, que l'impossible c'était juste nous, personne d'autre. Et quand je vous parle du mot impossible, après avoir traversé la Manche à la nage en 2010, fort de ce succès, je ne voulais pas me séparer de mon équipe. Et je me suis dit, tiens, j'ai regardé la map monde, et puis on peut traverser là, on peut traverser là, on peut relier les 5 continents à la nage. Et je suis parti dans ce délire, et cette fois-ci j'ai envie de le partager avec tout le monde. Et j'ai appelé les chaînes de télévision, j'ai appelé TF1, France Télévisions, M6, et je leur ai dit, hey, vous voulez bien faire un documentaire avec moi, qu'on le présente à la télé, que montrer que tout est possible?
Et vous savez ce qu'ils vont reproduire toutes les chaînes de télévision? D'après vous? Eh oui, c'est pas possible. Un mec comme toi, en prime time, à 20h50, à la télévision? Non mais laisse tomber, c'est anxiogène. Personne ne regardait, t'es malade ou quoi? Alors je me suis pas découragé. Je suis parti avec mon caméraman, Robert Izeni, avec qui on a fait un premier film qui s'appelle La vie à bras-le-corps. On est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vivre avec les papous. Et on a vécu pendant 3 semaines avec les papous. Et le jour où on s'est jeté à l'eau, il y a un papou qui s'est jeté à l'eau avec nous. Bon, sauf que le problème, le papou, il savait pas nager. Et donc, on a vu le papou plonger, il regardait Arnaud comment il nageait par en dessous, il a remonté à la surface, et au bout d'une demi-heure, il se mettait au même rythme qu'Arnaud. Et là, on dit, bon, le mec, il n'est pas entraîné, là. Il va tenir 1 heure maximum. 1 heure plus tard, le papou était toujours là. 2 heures plus tard, le papou résistait. 3 heures plus tard, le papou commençait à être cuit. On lui a donné des produits énergétiques, des sucres rapides et des sucres lents. Et quand on arrive à l'Indonésie, 7h35 minutes plus tard, il y avait un nageur valide, un nageur handicapé et un papou. Extraordinaire, non? Juste par la volonté. On a envoyé ses premières images en France, à France Télévisions. Et je vais voir qu'il y a un coup du destin dans mon parcours. Georges Pernou de Thalassa voit ses premières roches. Et nous, on est déjà partis pour traverser la mer Rouge entre l'Égypte et la Jordanie, relier l'Afrique à l'Asie. Et en pleine traversée, il y a notre chef d'expédition qui nous dit: hé les gars, il y a Thalassa qui va un documentaire. Moi, tout heureux, j'imaginais à 26 minutes, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde. Ou alors, si le Père Noël était passé à 52 minutes. Et là, notre chef d'expédition continue sa phrase, il dit: Thalassa va un documentaire. Et il veut un 110 minutes. Ce sera le premier 110 minutes de l'histoire de la télévision. Il est passé le 30 novembre 2012 et on a fait 3 millions de téléspectateurs. Ça veut dire que tout est possible, non? Je vous laisse regarder la fantastique. Je vais quand même vous raconter une anecdote. Normalement, c'est pas prévu dans mon programme, mais cette anecdote, elle colle parfaitement à ce qu'on vit aujourd'hui. Vive les solidarités. Quand je suis arrivé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le petit village de Butung, avant d'arriver en Indonésie, je suis arrivé là-bas dans ce village, les papous sont d'une pauvreté sans nom, extraordinaire, ils ont rien. Les Australiens s'occupent de leur île, ils leur piquent tout, ils leur laissent rien. Et là, je suis arrivé dans ce village de Butung, il y avait un marché avec des bâches percées, ils vendaient ce qu'ils avaient trouvé dans la nature, la pêche, des produits dans la forêt. Et moi, j'arrive avec mon équipe, avec mon fauteuil électrique, ma petite équipe de petits blancs autour de moi là, et j'arrive dans ce village, j'avais pas mes prothèses de jambes, et il y a un papou qui arrive et qui pose une pièce sur ma jambe. Je lui ai fait un coup de soleil pour qu'il me donne de l'argent. Et un autre, et un autre. Et tous les papous se mettent à la queue leu, et tout le monde me donne leur argent. Ils remplissent mes poches comme ça, j'avais un petit pantalon avec des poches, mes poches débordées, ils m'ont mis un panier autour du cou, ils continuent à me donner leur argent. Mais à un moment donné, il y a une mamie qui arrive, je dis: mais pourquoi vous donnez votre argent? Mais arrêtez. Et là, la mamie papou, elle me regarde, elle me dit: mais t'es handicapé, il faut t'aider. J'étais au bout du monde. J'étais au bout du monde et ces gens qui n'avaient rien me donnaient tout. Alors quand je suis rentré en France, je suis allé au marché. Bah, c'est pas pareil. Et donc on a emporté cet argent dans un petit dispensaire parce que les papous, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Ils avaient à peu près une quinzaine d'enfants handicapés. Ils avaient créé une maison et il y avait environ à peu près une centaine de bénévoles de tous les villages. Ils avaient amené leurs enfants ici et une centaine de bénévoles qui se relayaient pour venir s'occuper de ces enfants qui étaient handicapés. Et ça a vraiment été une expérience extraordinaire. Mais avant d'en arriver là, avant de traverser la Manche, de relier les 5 continents à nage, d'être pilote sur le Dakar ou de pratiquer le saut en parachute, la conduite sous-marine, tout ce qui permet de me sentir vivant et surtout de continuer d'avancer avec une équipe, tout a commencé pour moi le 5 mars 1994. C'est en voulant emporter en mieux le meilleur qui m'est arrivé le pire. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans, un petit bébé à l'arrivée, la maison était trop petite, il a fallu déménager, sur le toit de ma maison, il y a une antenne de télévision. J'ai voulu la récupérer, j'ai pris une échelle aluminium que j'ai plaquée contre le pignon de la maison, je me suis cordé à la cheminée pour pas tomber, j'avais prévu toute la sécurité. J'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit ça passe, il n'y a pas de raison. Je déboulonne l'antenne, et à un moment donné, pour avoir plus de force, j'ai posé mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle aluminium, ce qui va créer un contact avec la terre, et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. Le courant est rentré par les mains, est ressorti par les tibias, et là, le courant est rentré, là où il est sorti, ça a brûlé. Enfin, c'était plus que brûlé, c'était carbonisé, et c'est pour ça qu'il a fallu m'amputer les 4 membres. Mais pourquoi ça a carbonisé? Parce que la régie d'électricité, ils ont fait une grosse bêtise. Ils ont cru que c'était une branche qui était sur la ligne, et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé 3 fois le courant. Donc au premier impact, c'est un arrêt cardiaque, je m'avais défilé à une vitesse folle, enfin, le film est court, 26 ans. Deuxième impact, je reviens à moi, et à partir de ce moment-là, je ne perdrai plus jamais connaissance.
Et là, à la régie d'électricité, ils vont faire une erreur extraordinaire, ils vont allumer le courant, mais manuellement cette fois-ci. Et là, il n'y aura plus d'incidence. Donc je vais rester sous tension. Il y a un voisin qui a entendu les déflagrations, qui a vu les coupures de courant. Il a mis des bottes en caoutchouc, des gants en caoutchouc. Il a pris l'extincteur dans le restaurant d'à côté. Et malgré le danger, il est monté à l'échelle, il m'a éteint à 2 reprises. Et pour lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Et depuis ce clin d'œil, on est devenus super potes, hein, vous comprenez pourquoi. Hein. Les pompiers arrivent, la nuit est tombée, on descend de l'échelle, on emmène direction le terrain de foot du village. On met à l'intérieur l'ambulance du salut et là personne ne me parle réellement. Et j'entends tout. Essaye de piquer à droite, non, j'y arrive pas, essaye à gauche, on va le perdre, quelque chose. Et moi je leur crie dessus, je dis foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, endormez-moi, je veux juste dormir, endormez-moi, je veux plus avoir mal. Et là dans le haut-parleur de l'ambulance, j'entends le pilote d'hélicoptère qui arrive et qui demande au médecin urgentiste, il dit écoutez, j'arrive sur le village de Saint-Rémy-sur-Creuse, allumez la lumière du terrain de foot, je vais le poser sur le terrain. Et là le médecin urgentiste lui répond, il dit écoute, on va avoir du mal à allumer, il a tout fait sauter le doigt, c'est un peu compliqué. Bon, il lui a pas dit tout à fait comme ça, hein, mais... Et là, le pilote lui répond, il dit, écoute, moi j'ai pas le droit de me poser dans la nuit, je fais demi-tour, je rentre à la base. Et le médecin urgentiste lui dit, si tu t'en vas, il est mort. Et lui aussi, il a un réflexe aussi incroyable, il a demandé aux ambulances de faire un cercle sur le terrain de foot, de faire le maximum de lumière, il s'est posé malgré l'interdiction. On m'a mis à l'intérieur de l'hélicoptère, on m'a mis un casque sur les oreilles, le médecin urgentiste est monté avec moi, l'appareil décolle, et ça fait environ 1h30 que l'accident a commencé, et j'entends une petite voix toute douce, toute calme. Bonsoir Philippe, je m'appelle Jean-Philippe Guérin, je suis pilote d'hélicoptère mon garçon. Je suis venu te chercher, tu restes avec moi mon gars. Et le gars commence à me raconter sa vie. Il m'explique que depuis tout petit, il rêvait d'être pilote d'hélicoptère. Alors il est rentré dans la gendarmerie pour devenir pilote. Et moi je m'accroche à cette voix qui me parle dans la nuit. Je me sens bien, je ne ressens plus la douleur. Je me sens vraiment bien, je me sens tellement bien que mon cœur s'arrête. Le médecin urgentiste me ramène à la vie avec un électrochoc. Il me donne du courant, je pense que j'étais en manque déjà. Et pendant le voyage, je vais faire 2 arrêts cardiaques, 2 fois il va me ramener la vie avec le courant. Et au deuxième fois, le pilote penche l'hélicoptère dans ma main, il me dit toi la lueur là-bas, c'est tour. Tu restes avec moi Philippe, j'ai pris tous les risques pour toi. Il pose son appareil, il descend de l'hélicoptère, il me fait un petit signe de la main pour me dire au revoir. Et à lui aussi, comme un réflexe, pour lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Et depuis ce clin d'œil, on est devenus aussi super potes. C'est marrant, maintenant que j'y pense, à chaque fois que je fais un clin d'œil à quelqu'un, on devient super potes. Hein. Vous avez le droit de faire des photos, les réseaux sociaux, j'aime bien. On sera amis. Et là, je vais rentrer dans le service des brûlés à Tours. L'anesthésiste va arriver avec la petite seringue magique. Et enfin, il va m'endormir. Enfin, c'est le soulagement. Et pourtant, ça va être que le début de l'enfer. Pas pour moi, hein. Moi, je vais dormir. Ça va être pour mon père, ma mère, mon frère et mon épouse. C'est à eux que va revenir la décision. Un jour, on va leur dire, on est désolé, on ne peut pas sauver le bras droit. Quelques jours plus tard, on leur dira, le bras gauche, on aura tout tenté. Quelques semaines plus tard, on leur dira la jambe droite, malheureusement, elle n'est pas viable. Imaginez pour un père, une mère, un frère ou une épouse de prendre cette décision atroce. Moi, j'ai une petite phase de réveil de quelques secondes la première nuit. J'en ai pas le souvenir. C'est ma maman qui est là, qui m'accompagne aujourd'hui, qui m'a raconté cette anecdote. Je suis derrière la vitre stérile. Il y a mon père, ma mère, mon frère et mon épouse qui sont derrière. Et maman, elle juste le temps de me poser une question. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était un instant d'humour qui était ancré au plus profond de moi-même, où j'avais compris ce qui m'était arrivé et je voulais leur faire du bien, les rassurer. Maman me dit, ça va mon garçon? Et d'après eux, j'ai eu le temps de répondre, je dis là, je crois que je suis cuit. Je me suis endormi pour 2 mois. Et au bout de 2 mois, quand je me réveille, effectivement, je me rends compte qu'il manque 2 bras et une jambe. Effectivement, je vais crier, je vais hurler, je vais pleurer. Mais il restait la jambe gauche. Alors je me suis dit, ils vont la sauver celle-ci, c'est sûr et certain. Alors je m'accroche à elle. Vous savez, c'est peut-être mon côté très optimiste. D'ailleurs, il y a un journal économique en France, le journal Éco-Réseau. Il m'a élu l'homme le plus optimiste de l'année 2017. Dans la catégorie électron libre. J'ai trouvé ça sympa. Après, ils m'ont dit, oh pardon, on l'a pas fait exprès. Et donc, je m'accroche sur cette jambe. Et quelques jours plus tard, une délégation de médecins rentre dans ma chambre, ils défont les bandages, je vois mon tibia. Et sur mon tibia, une petite pointe noire, il explique que la moelle osseuse est brûlée et qu'on va enlever ma dernière jambe. Et là, je vais vraiment m'effondrer. Je vais même demander pardon à la mort. Je lui dis que pour toi, j'ai un accident, mais tu peux pas me laisser là aujourd'hui. Quelle va être ma vie sans bras et sans jambes? J'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans ça? Alors, je me laisse partir. Vous savez, quand vous rentrez dans l'univers du handicap, ou qu'il vous arrive une tuile, n'importe laquelle, ça peut être un problème au travail, un problème familial, une peine de cœur. Vous avez 5 phases à franchir. 5 phases pour se reconstruire. 5 phases pour redémarrer une nouvelle vie. La première, je crois que je vais l'expliquer un petit peu, c'est la négation. On refuse ce qui nous arrive. On refuse la punition. On refuse la sanction. Vous savez, avec les fameux pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour vous harceler, pour vous piquer. Après, vous avez la phase de négociation. Une fois que le personnel soignant est parti, votre famille, vous êtes tout seul dans votre chambre, vous négociez entre vous et vous.
Il y a une partie de votre cerveau qui dit laisse tomber, c'est fini, tu ne feras plus jamais de ta vie. Et il y a une autre partie qui dit attends, peut-être que. Après, vous avez la phase de dépression, la phase de colère, la fameuse phase de colère. Et après, vous avez le retour à la vie, l'acceptation, la reconstruction. Moi, ces 5 phases, j'ai réussi à les franchir grâce à ma famille et mes amis. Ma famille et mes amis ont été mon premier tuteur de résilience. J'ai toujours eu une équipe autour de moi pour m'aider. Que ce soit les pompiers, ma famille. Quand j'ai eu une aventure, il y a toujours eu une équipe avec moi pour m'amener. Et donc, comme je vous dis, je me laisse partir. Pardon, les 5 phases que je vais vous expliquer, surtout, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Une phase peut durer un jour, une semaine, un mois, ou toute la vie. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie. Moi, par exemple, ma phase de colère, elle est arrivée seulement 7 ans après mon accident. Parce que j'ai accepté trop vite. Comment j'ai accepté trop vite? Tout le monde est venu à cette station dans les navigateurs pour me ramener à la vie. Mon père, je l'ai pas entendu, ma mère, rien ne disait, mon frère, mon épouse. J'entendais personne, même ma grand-mère, si je suis là aujourd'hui, je dois aussi une personne, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère était d'origine bretonne, donc un caractère de granit. Et elle m'a élevé quand j'étais petit, et elle m'a dit allez, je te ferai du fromage blanc, puis la banane écrasée, comme quoi t'étais petit. Je l'ai pas entendu. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui vient tenter sa chance, lui aussi, avec sa petite phrase anodine. Et qui me dit écoute Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune, toi t'es encore vivant mon garçon. Pense à Jérémy. Et il continue sa phrase, il dit pense aussi à Grégory. Parce que mon petit bébé, il est né 2 mois après l'accident. Quand je suis arrivé au monde une nouvelle fois, mon petit bébé il est arrivé au monde en même temps que moi. Et là il a la phrase toute simple qui m'a réveillé, qui m'a ramené à la vie, il m'a dit tu crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes 2 garçons? Et pour moi, c'était un coup de jeu, mais bien que cette fois-ci. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre. J'ai décidé de me battre. Papa, renseigne-toi. Je veux les meilleurs spécialistes sur les prothèses. Papa, renseigne-toi. J'ai vu un ancien pilote de Formule 1. Il conduit une voiture, il est tétraplégique, papa. Papa, je veux refaire la plongée sous-marine. Il me fallait une tonne d'informations. C'est ça le plus important, de l'information, Une tonne. Et après, surtout, avant de continuer mon parcours, il faut que je vous explique une erreur de mon père. Une erreur extraordinaire. Il n'a pas fait exprès, mon père. Il a voulu me protéger. Et il a voulu protéger ma famille. Il a voulu protéger mes amis. Pour comprendre, mon père, c'était le chef d'entreprise de la famille. C'était le manager des amis. Il prenait les informations auprès du personnel soignant, il le redistribuait à la famille et aux amis. Et mon père, il avait fait une erreur extraordinaire, il avait dit à ma famille et mes amis, ceux qui ont le droit d'aller voir Philippe, pas de problème. Mais je veux personne ne pleure devant lui. Je veux qu'on lui montre qu'on va être une famille soudée, qu'on va être des amis forts. S'il y en a un qui pleure devant lui, je vous crois bien, ça sera entre lui et moi après. Alors imaginez, sur mon lit d'hôpital, je les voyais tous passer les uns après les autres. Mon père arrivait, ça va papa? Oui, il tenait environ 30 secondes. Ouf. Alors papa. Je vous raconte pas la vie sous passer ma mère. Bonjour papa, non. Et c'était un défilé comme ça, les plus courageux tenaient environ 1 minute, ils avaient tous soif ou envie d'un café ou autre chose. Ils avaient tous pleuré un petit peu plus loin. Et moi sur mon lit d'hôpital, je voyais personne pleurer. Je disais, mais tout le monde s'en fout, père. Personne ne pleure. Mais alors ça veut dire que moi aussi il faut que je sois fort. Ça veut dire que moi aussi il faut que je les protège. Ça veut dire que moi aussi il ne faut pas que je leur montre ma douleur. Le pire des poisons qui puisse exister sur la terre, ne pas parler, ne pas communiquer, ne pas dire ce que l'on ressent. Le drame de l'accident, l'évoquer, en parler, pleurer ensemble, c'est la chose la plus importante qui puisse exister. Et on va vivre comme ça, toute la famille, tous les amis, pendant 7 ans. Pendant 7 ans, tout le monde va se protéger les uns les autres. Et quand je vais exploser 7 ans plus tard, tout le monde aura besoin d'un psy 7 ans plus tard. Parce que tout le monde se sera fait mal pendant 7 ans. Ça, c'est un des messages les plus forts que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Parlez, communiquez entre vous. Et donc je vais rester dans ce milieu stérile après 3 mois, et après je vais aller à Valenton en 94, mais surtout après Valenton, où je vais rester 18 mois, je vais aller dans un centre de rééducation à Carpath en Bretagne, où là j'ai rencontré mon mentor, l'homme qui a changé ma vie, l'homme qui a changé mon regard. Pour être honnête, j'avais peur. J'avais peur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Je ne savais pas comment affronter mon extérieur. Et j'ai rencontré le docteur Binal, je rentre dans son bureau avec mon fauteuil électrique, et le gars il me dit « Tu sais pisser tout seul ?» Je dis « Oh !» Je dis « On se dit pas bonjour d'abord, enfin une phrase quoi. Bonjour, tu sais pisser tout seul, enfin normal. » Il dit « Je t'ai posé une question simple, tu sais pisser tout seul ou pas ?» Je dis « Non, j'ai besoin d'un coup de main. » Il dit « Manger, tu manges seul ?» Je dis « Non, j'ai besoin d'un coup de main. » Il dit « T'as fait quoi à Paris ?» Bah des prothèses, je marche. Il dit « Ok, t'es là pour 3 semaines pour ton permis de conduire. Dans 3 semaines, tu auras ton permis de conduire. Dans 3 semaines, tu sauras pisser seul. Dans 3 semaines, tu sauras manger seul. Dans 3 semaines, tu sauras faire ça. Une liste incroyable. J'ai plus appris en 3 semaines qu'en 18 mois à Paris. Et surtout, dans son bureau, il y avait une porte où il y avait marqué interdit. Et il m'a regardé, il m'a dit va l'ouvrir. Et moi qui étais encore tout timide à l'époque, je lui ai dit pourquoi j'ouvre la porte? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but? Et là, il a continué sa phrase, il dit parce que pour toi, mon garçon, aujourd'hui, rien n'est interdit, mon gars. Fais ce que tu veux, ose, tente ta chance. Et surtout, attends pas que les gens viennent vers toi. Va les chercher, demande-leur un coup de main, mon gars. Ose des choses. Un coup de main, c'est pas un déshonneur. C'est un moment de partage, un coup de main. Fonce. Et depuis ce temps-là, je l'ai écouté. Enfin, pas tout de suite.
Parce que le plus dur dans ce que je viens de vous expliquer, c'est pas l'accident. Encore quoi que peut-être quand j'ai reçu ma facture EDF, ah, c'est ça dire. Le plus dur, c'est pas l'accident. Le plus dur, c'est pas le centre de rééducation, même si c'est des litres et des litres de larmes, et des litres de sueur. Pour moi, le centre de rééducation, c'est de la franche camaraderie, c'est du retour à la vie. Le plus dur, le plus violent, c'est le retour à la maison. Il n'y a rien de pire que le retour à la maison. Le premier jour, la première semaine, même le premier mois, la famille, les amis sont là. Mais après, tout le monde reprend sa vie, c'est normal. C'est pas eux qui ont eu un accident. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai fait 2 grosses erreurs. La première, j'ai dit bonjour à une amie, la télévision. Donc je me levais le matin, vers 14-15 heures, et je me couchais vers 3-4 heures du matin. Et j'avais pas intégré le message du docteur Bunel. Et donc pendant 7 ans, j'ai fait lit, canapé, canapé, lit. J'étais dans ma phase de dépression. Pendant 7 ans, c'est ce que j'écris dans mon livre, Plus fort la vie. Excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais c'est ma phase gros con. C'est ma phase où tout m'est dû. Et c'est ma phase où je rentre vraiment dans une phase de dépression. Et la deuxième erreur, j'ai cru que mon infirmière et mon aide-soignante étaient mon épouse. Chérie, j'ai soif. Ok. J'ai envie de faire pipi. Bah, t'as appris à faire pipi tout seul, vas-y. Non, il y a un truc à la télé, rien de mal poussé. Enfin, je suis dans le canapé, je regarde la télé. Tu viens, les enfants sont à table, on va manger. T'as pas compris. Je regarde la télé, donne-moi un plateau télé. Et au bout de 7 ans, mon épouse est partie, elle a tenu le choc quand même pendant 7 ans. Et là, j'ai fait une grosse bêtise. Je voulais aller nager dans la rivière, mais j'avais pas les bonnes prothèses adaptées. Et pour me donner du courage, j'avais bu quelques gorgées d'alcool. Mais alors, marcher avec des prothèses, quand on n'est pas bourré, c'est pas facile. Donc, j'ai pas atteint mon objectif, je suis tombé dans les arbres. Et quand je suis tombé dans l'herbe, on m'a retrouvé quelques heures plus tard. Je roule. On m'a emmené quelques heures plus tard à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, mon père et ma mère m'avaient ramené mon fauteuil électrique. Je roule beaucoup mieux. Et on m'a emmené mon fauteuil électrique. Et là, j'ai entendu mon père qui criait dans le couloir et ma mère qui pleurait. Et moi, j'ai été vers eux, j'ai dit, pourquoi tu pleures, papa? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, mon père a foncé sur moi, il a dit, mais nous aussi, on a eu mal, mon fils. Nous aussi, on a pleuré. T'as pas le droit de nous faire ça, t'entends? T'as pas le droit de nous faire ça. Et j'ai dit, alors pourquoi on n'a pas parlé, papa, pendant 7 ans? Pourquoi on n'a rien dit? Le pire des poisons qui puisse exister sur la terre. Ne pas parler, ne pas communiquer. Et je vais rester à peu près pendant 1 an avec des psys à me reconstruire. Mes parents, besoin d'un psy, mon frère, mon épouse, mes 2 garçons, besoin d'un psy 7 ans plus tard. Et au bout de 7 ans, je me sens mieux, je viens de démarrer une nouvelle vie. J'ai rencontré l'amour une nouvelle fois, qui m'a donné des ailes. D'ailleurs, elle a écrit un livre il n'y a pas très longtemps, qui est sorti, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, qui s'appelle Ma vie pour 2, dans l'ombre du héros, une femme. J'en prends plein ma tête. Mais c'est un chouette livre, hein, je vous le conseille. Et là, ça faisait 3 ans qu'on vivait ensemble avec Susanna, et mon grand garçon, un jour de Noël, il m'a offert une enveloppe. À l'intérieur de cette enveloppe, un saut en parachute. Un de mes vieux rêves. Et j'ai dit à Jérémy, c'est gentil mon garçon, mais c'est quand j'avais des bras légendes que je rêvais de ça, moi. Il dit, mais c'est bon papa, j'ai tout organisé, tu vas faire un saut en parachute à Royan, à 4600 mètres d'altitude. Là, j'ai commencé à soupçonner qu'il voulait se débarrasser de moi. J'ai commencé à avoir très très peur. Et donc, j'ai fait ce saut en parachute à Royan, à 4600 mètres d'altitude. C'est la première grosse bêtise que je faisais. Donc, il y a plein de journalistes qui sont venus. Et il y a une journaliste, en même temps, c'était facile de connaître les journalistes parce que c'était, comment dirais-je, la première fois qu'on voyait un poulet fait à cuire, c'était dans l'avion. Non, je te promets, il n'y avait pas la broche à l'arrivée. Hein. Mais par contre, il y a une journaliste de France 3 qui est venue me voir qui m'a dit, Philippe Poison, vous avez fait un saut en parachute, c'est génial. C'est quoi votre prochain rêve? C'est quoi votre prochain objectif? Et quand ces journalistes de France 3 me posent la question, je me souviens d'une chose que j'avais vue sur mon menu d'hôpital, 2 mois après mon accident, après avoir décidé de vivre. J'ai demandé à une infirmière d'allumer la télévision. 2 mois après mon accident, un vendredi soir, j'ai demandé à une infirmière d'allumer France 3. 2 mois après mon accident, j'ai regardé Thalassa. Il est passé où, Nage au-delà des frontières, 16 ans plus tard? Sur Thalassa, c'est incroyable le destin, non? Et je regarde Thalassa et je vois une jeune fille qui traverse la Manche à la nage. Marion Hans, c'est la première chose que je vois depuis mon accident. Et je vois cette fille, elle a 17 ans. Elle a fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle était revenue 1 an après, cette gamine, pour traverser la Manche à la nage. Et moi, je ne connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Je n'ai pas encore été en centre de rééducation. Et surtout, c'était la 2e française à réussir à la traversée de la Manche depuis 1875. Et moi, je vois cette fille qui se bat contre les éléments et son équipe qui l'encourage. Allez, Marion, tu vas y arriver cette fois-ci. Nage, Marion, nage, on est avec toi. Moi, je fais waouh. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai juste oublié. J'ai juste oublié que j'étais devenu une personne handicapée. Je regarde la télé, je fais waouh. Pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi, je ne traverserai pas la Manche à la nage? C'est rentré dans ma petite tête. L'émission Thalassa se termine, je me réveille. Oh la vache, je vais avoir du boulot quand même. Mais c'est rentré dans ma tête. Et pendant ces 10 ans, j'en ai parlé. De temps en temps, c'était pas quelque chose qui me harcelait. J'en parlais à ma famille, à des amis, mais personne ne voulait me croire. Qui pouvait imaginer que j'allais traverser la Manche à la nage? Je me souviens une fois, je l'avais dit à mon père. On était à Noirmoutier en Vendée, sur le port de l'Herbaudière. J'étais dans mon fauteuil électrique, je voyais l'île du Pilier au large. Et j'avais dit à mon père, je dis, papa,
Un jour, je traverserai la Manche à la nage, papa. Et mon père, il m'a pas répondu cette journée-là. Mais j'ai vu dans ses yeux, il s'est dit, oh merde, il a pas que les bras et les jambes qu'on cramé. Il a dû y avoir un court-circuit. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Allez, viens, mon fils, on rentre. Alors, quand ces journalistes de France 3 me posent la question, c'est quoi votre prochain rêve? C'est quoi votre prochain objectif? Ben, je lui balance comme une bouteille à la mer. Mais je dis, peut-être qu'un jour, je traverserai la Manche à la nage. Et un bon journaliste qui se respecte, il dit, si un jour vous le faites, vous me le dites, hein. Bah oui, bien sûr. Allez, au revoir. Et je rejoins ma famille et Susanna, je leur dis même pas eux, j'ai dit ça, c'est journaliste. Et 4 mois plus tard, cette même journaliste me rappelle, elle me dit, voilà, je voudrais vous inviter au plateau de 19-20 France 3. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Elle dit, le président de la République qui va faire un discours sur le handicap, on aimerait quelqu'un de lambda. J'avais jamais fait télé de ma vie. Je dis, ouais, ce serait une expérience comme une autre. J'y vais, je réagis au discours du président de la République, j'ai dit un tas de bêtises monstrueuses. Mais surtout l'information que la journaliste lui avait dit au terrain d'aviation, elle avait passé à sa collègue sur le plateau télé, mais apparemment pas une bonne information. Puisqu'en plein direct à la télé, la journaliste me regarde et me dit, alors comme ça, Philippe Poivron, vous allez traverser la Manche à la nage, hein? Et là, vous êtes sur un plateau télé, vous savez que il y a qu'une note, il veut se barrer. Et là, il y a un vieux tiroir qui s'est ouvert, plein de toiles d'araignée, plein de poussière. Il y a un mot qui est sorti de là-dedans sans que je le contrôle. Il est arrivé à ma bouche et en plein direct à la télé, j'ai fait oui. Et là, je suis parti dans un délire total sur le plateau. Je dis, oh là, tu viens me dire oui, t'es dingue. Et je continue mon délire. Je dis oui, d'ailleurs, les ingénieurs travaillent sur les prothèses. Et la phrase qui est derrière dans ma bouche, je ne sais même pas comment elle va dans ma bouche, j'ai continué mon délire. Je dis oui, d'ailleurs, il y a mon département, le département de la Vienne, et à 100% la pour me soutenir. Il n'était pas au courant non plus. Et là, je sors du plateau télé, Susanna est derrière la caméra, je vous rappelle, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, elle me regarde et dit, c'est quoi la traversée de la Manche à la nage? Et là, je la regarde, je suis gros. J'ai vu ça il y a 10 ans dans l'hôpital, et on rentre à la maison pour la première fois de ma vie, je fais la traversée de la Manche à la nage, pour vous dire, ça ne me harcelait pas comme ça. Hein. Et je vois 34 km à vol d'oiseau. Je dis, oh la vache, je sais pas nager, moi. Température de l'eau, 14 degrés, taux de réussite chez les valides, 10%. Il y a environ 700 personnes par an qui viennent tenter leur chance pour traverser la Manche à la nage. Sur ces 700, il y en a à peu près entre 60 et 70 qui réussissent seulement. Alors imaginez un mec qui a pas de bref à jambes, qui a cette idée complètement folle. La première personne à convaincre, c'est Susanna, je la vois droit dans les yeux. Par amour et par ignorance comme moi, elle dit oui. Donc mon deuxième réflexe, c'est d'appeler le département de la Vienne. Alors oui, bonjour. Et là, je tombe sur la secrétaire du président. Elle dit, je dis, oui, là, je m'appelle Philippe Poivron, j'ai un rêve de traverser la Manche à la nage. Et là, elle m'arrête, elle dit, oui, on vous a vu hier soir à la télé. Et elle dit, écoutez, j'ai une consigne, faut que je vous passe le président. Il est passé ce matin dans mon bureau, il m'a dit 6 croisements après, vous me le passez. Je connaissais aucun élu de mon département, j'avais quitté mon canapé, donc et moi tout timide, elle dit, je vous le passe. Je dis quoi? Elle dit, je vous le passe. Vous savez, on peut critiquer les hommes et les femmes politiques autant qu'on veut, il paraît qu'on a le droit, mais il y en a qui font vraiment le job. Et lui, c'était un humaniste. Je parle de lui comme ça, c'était une rencontre extraordinaire, vraiment, un lien qui s'est créé entre lui et moi. Et j'ai le président Berthaud au téléphone, je dis voilà, président, je veux traverser la Manche à la nage, faut que je trouve des ingénieurs, des prothésistes, ça va coûter un peu d'argent, vous croyez que mon département peut m'aider? Et j'entends une petite voix de l'autre côté qui dit président, le ventricule gauche a été brûlé. Donc ben, j'ai commencé à monter mon équipe, je vais voir ce début au sport, il me dit t'as besoin de quoi? Ben, j'ai un accès à la piscine, ce serait bien. Il me dit ok, accès à la piscine limité. Et après, il me dit, je commence à repartir, il me dit tu voudrais pas un entraîneur? Et moi qui étais un petit lapin de 6 semaines qui connaissait rien au sport, je dis bah ouais, un entraîneur ça doit être bien, un entraîneur ça doit être motivant. Hein. Bah il m'a trouvé un entraîneur. Vous connaissez Philippe Picard? Bah j'ai eu le même mais en fille. Valérie Carbonel. Elle a eu un objectif pour 2 ans, m'engueuler tous les jours. Un vrai coach sportif quoi. Donc il y a Susanna, mon département, ma ville, ça avait une vitesse incroyable. Je veux voir mon prothésiste, je dis vite, moi des prothèses de nage, je vais les aider, je vais traverser la Manche. Il m'a fabriqué des prothèses de nage très vite. Trop vite. Il m'a fabriqué 2 enclumes, 3 kilos par jambe. Avec de la mousse exportielle. Mais un truc une catastrophe totale. Pendant 1 mois et demi, je continue à monter mon équipe. J'appelle Arnaud Chassery, Jacques Tussé, 2 nageurs longue distance français qui avaient réussi à traverser de la Manche. Je m'entoure d'une équipe de winners. Je vais voir le préparateur physique, mon cardiologue, j'ai peur de lui. Je rentre dans son bureau, il dit toi, je t'ai vu à la télé, j'ai lu la presse, et non, tu retournes dans ton canapé. Ton cœur, il ne pourra pas résister. Je dis c'est pas grave, t'es pas avec moi, je te souhaite une bonne journée. Il m'a dit non, attends, on va commencer à préparer le cœur avec le kiné. Parce que j'avais trouvé l'ancien kiné de l'équipe de France de football aussi dans ma région. Donc on a monté cette équipe, on a commencé à transformer un petit peu le corps. Au bout d'1 mois et demi, le corps est à peu près prêt, mais pas prêt du tout même. Les prothèses sont prêtes, on arrive à Châtellerault, le bassin fait 25 mètres de long, 4 mètres de profondeur. Susanna me met ses grosses prothèses monstrueuses, toute l'équipe est autour de moi. Elle me dépose délicatement dans l'eau. Il y en a qui ont déjà compris, hein. Je coule. Ah, je sais pas nager. Et avec 6 kilos au bout des pattes. Ah oui, un détail important. J'avais pas dit à mon équipe que je savais pas nager, je voulais leur faire la surprise. Donc ça a été réussi. Et là je coule et je commence à me noyer tranquillement au fond de la piscine.
Donc mon entraîneur saute à l'eau, je commence à me débattre dans tous les sens, et tout en remontant à la surface, je dis je vais me mettre sur le dos. Ni vu ni connu, je traverse la manche sur le dos. Et je me commence à battre des pattes comme ça, et mon entraîneur dit tu fais quoi là? Je dis bah je nage. Il m'a dit non mais mets-toi sur le ventre, je sais pas faire, mets-toi sur le ventre. Et là je me suis mis sur le ventre, j'ai commencé à nager. Et là je commence à avoir de l'eau, encore de l'eau, j'ai mis la tête hors de l'eau comme le papou. Et j'étais là, j'avance pas, ah oui j'avance pas, ah oui les jambes, bouge les jambes. J'ai mis l'éternité pour faire 25 mètres. Au bout de 25 mètres, je me suis accroché au bord du bassin, mon cœur voulait sortir de ma poitrine, je faisais bah. J'arrivais plus à respirer, j'ai vu la tête de mon entraîneur qui m'a regardé et qui m'a dit tu veux traverser la Manche à un nage toi? Je dis ouais j'ai besoin de vous, c'est vous les professionnels, c'est à vous de m'emmener à la victoire. Et là on a commencé les entraînements. Au bout d'un mois et demi, tout a cassé, les petits fessiers, grands fessiers, psoas, les épaules, tout était en tendinite, tout a pété de partout. J'avais jamais fait sport de ma vie. Le kiné m'arrête, 1 mois et demi d'arrêt, on me répare, on me rebalance à la flotte. Et en 2 ans de temps, on a fait à peu près 4000 km de natation. Le plus clair de mon temps, c'était au lac de Saint-Cyr, le lac fait 4 km de circonférence. Je nageais dans le lac du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne, des fois il faisait 0 degré, tombait la neige. Je nageais pendant 7 heures dans le lac, et mon ange gardien c'était Susanna. Elle démontait mes prothèses de marche, mettait mes prothèses de nage, me mettait dans l'eau, sortait de l'eau. C'est pas dur, les enfants à la maison, ils m'appelaient Playmobil avant les histoires. Et on arrive le 18 septembre 2010, il est 3h du matin, je suis en Angleterre. C'est le jour du départ. Mon grand garçon, Jérémy, me réveille, je suis pas content, je le regarde avec un air méchant, je lui dis tu fais quoi Jérémy? Il dit pardon papa, mais je voulais être là pour le départ mon papa. Pourquoi je suis pas content? Parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, hyper émotif. Et donc, pour apprendre à gérer mon émotivité, j'ai fait 4 mois de sophrologie avant de traverser la Manche à nage pour gérer une seule chose, ne pas craquer le jour J, ne pas pleurer. Une larme, et je ne traverserai pas la Manche à la nage. Une larme, et toute mon énergie va partir. Donc j'avale ma salive, je dis à mon grand garçon, ben, commence à m'étirer. Il commence à échauffer les bras, les jambes. Et juste avant de partir, je lui ai posé une question malheureuse à mon grand garçon, je dis, il est où ton petit frère? Et là, il est parti en live direct. Il dit, ouais, papa, Grégory, il est en France, il t'attend. Et tu sais quoi? Il y a toute la famille, tous les amis, ils ont fait le voyage, ils t'attendent de l'autre côté. Ah, ça va, tais-toi. Et je descends en direction de bateau. À bord du bateau, il y aura bien sûr Valérie, mon entraîneur. Jacques et Arnaud, les 2 nageurs longue distance avec qui je me suis entraîné. L'huissier pour constater que personne ne va m'aider. Le docteur pour ma sécurité. Et ma Susanna. Et j'étais tellement froid, Susanna, elle avait un gros manteau, un bonnet sur la tête. Et au-dessus de ce bonnet, elle avait un serre-tête. Vous voyez que les petites coccinelles ridicules. Pourquoi elle avait un serre-tête? Parce que pendant toute la traversée, elle n'aura pas le droit de me parler. Si elle me parle, je risque de craquer. Et le serre-tête, c'était un code entre elle et moi, parce que les 2 seuls dieux à bord du bateau, c'est l'huissier et le docteur. Si l'un ou l'autre dit stop, c'est trop dangereux, on arrête, personne n'a le droit à la parole à bord du bateau. Et là, on se dirige vers la plage de Sampire Haut, on me dépose dans l'eau, je nage direction les côtes anglaises, je pose mes fesses, et à 6h du matin pétant, j'entends c'est maintenant, mon gars, c'est maintenant que tu peux changer ton destin. Alors nage. Vitesse de courant 12 km/h, ma vitesse de nage 2,5 km/h. Je suis un petit morceau de paille qui est balancé vers la mer du Nord à une vitesse incroyable. Les pulsations cardiaques montent à 160, alors je me suis entraîné pendant 2 ans à 120, ne pas dépasser 120 pulsations par minute. Et là je suis à plus de 160 pendant 1h30. Et toute mon équipe est là, ouais, t'es génial Philippe. Alors que je ravitaille toutes les 30 minutes, 30 secondes de ravitaillement, boire et faire pipi en même temps. Il y en a qui vont essayer. Et là, au milieu de la Manche, je suis malade, j'ai les coliques, j'ai très froid, j'ai avalé une grosse tasse de mer qui est rentrée à l'intérieur du ventre, qui m'a gelé les boyaux, là je me suis mis à vomir. Et mes pulsations cardiaques sont passées de 120 à 110, 100, 90. J'étais en train de m'arrêter. J'étais qu'au milieu de la Manche et j'étais en train de m'arrêter, j'avais tellement froid, j'avais tellement mal. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le fameux dépassement de soi. Vous l'avez compris au début de l'aventure, on est 2, Susanna et moi. À la fin du projet, il y a pratiquement 150 personnes qui nous ont aidés. Les gendarmes en Charente-Maritime qui m'ont entraîné en mer, les ingénieurs qui ont fabriqué les prothèses, les élus qui m'ont accordé leur confiance. Et combien de chefs d'entreprise j'ai appelé pour trouver des partenaires, trouver des sponsors. Et je suis tombé sur la secrétaire, oui bonjour, je m'appelle Philippe Poison. Ok, on s'en fout. Je veux traverser la Manche à nage, d'accord, c'est intéressant. Je recherche des partenaires, ok. Un petit détail, j'ai pas de bras, pas de jambes. Envoyez un mail. Vous êtes d'accord avec moi? Envoyez un mail. De toutes les aventures que j'ai menées à travers le monde, j'ai jamais eu un partenaire avec un mail, jamais. À chaque fois que j'ai eu un partenaire, c'est le vivre ensemble, le contact ensemble, la relation humaine. J'ai fait moi confiance, je vais la traverser la Manche à nage. Et quand je vais être malade, c'est ton équipe qui va me porter. Et là, je revois les images de Marion Rose sur mon lit d'hôpital. Cette fille qui traversait la Manche à nage, et j'entends mon équipe qui me dit « Allez Philippe, reprends !» Et là, mon énergie remonte à 1000%, je repars comme une balle. Ça fait 13 heures que je nage, la nuit est tombée, une nuit noire sans lune. Les vagues deviennent de plus en plus grosses parce qu'on arrive en pleine tempête sur les côtes françaises. On savait quand même que les autres sont très courtes. Et là, les vagues me balancent à droite, à gauche, ça commence à être très dur. J'arrive à mon dernier ravitaillement. Je ne savais pas que c'était mon dernier ravitaillement. Mon premier réflexe, comme je fais d'habitude, je regarde Susanna, si elle a le serre-tête. Et là, elle a toutes les 2 petites coccinelles qui se battent en muette. Je sais qu'il se passe un vin à bord du bateau.
Le vent est tellement fort, mon entraîneur me crie très très fort dessus. Elle dit Philippe, reviens, 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 on va trop pêcher, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Je dis quoi, qu'est-ce qui est fini, Valérie? Qu'est-ce qui est fini? Jamais tu m'arrêteras, tu m'entends? Jamais tu m'arrêteras, mon rêve il est là. Je venais de nager 38 km. Il voulait m'arrêter à 800 mètres des côtes françaises. J'étais à 800 mètres de mon objectif, mais Valérie me dit le mot que je ne voulais pas entendre. Pour ceux qui connaissent le nord de la France, entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Griné, il y a 20 km de plage pour que j'arrive. Il y a une fenêtre d'arrivée de 20 km de long. Et bien le courant, la marée a décidé de m'emmener en plein sur le Cap Griné, en plein dans les roches, en pleine tempête et en pleine nuit noire. Et la Valérie, elle me dit t'arrives sur le Cap Griné, t'arrives sur le Cap Griné. Je dis je m'en fiche, je m'en vais, je m'en vais. Et là, comprend que ça part carrément en live. Elle dit nage vite, 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 vite. Mais puis ça se cardiaque, on monte à 160. Jacques se jette à l'eau, Arnaud se jette à l'eau, un à ma droite, un à ma gauche pour ma sécurité. L'huissier qui pète un plomb monte sur une petite embarcation à 2 balles, avec les 2 pêcheurs pour constater que j'ai touché un peu de français, son petit bateau, il était balancé dans tous les sens. L'huissier qui a pratiquement pas parlé pendant toute la traversée sur son petit bateau, il hurlait à la mort, il était là, vite. Je pense qu'il pensait à sa survie. Et là, je dis, non, je vais. J'essaie de lever la tête, je vois rien, je vois pas le Cap Griné, il fait trop noir, je replonge dans les vagues. J'étais un pantin désarticulé, les vagues me balançaient à droite, à gauche. Et vous voyez, Jacques Tussé, c'est Jean Reno dans le Grand Bleu, West Armand Ragas. En un mouvement de bras dans la mer, ce mec-là, il vous raconte sa vie. Vas-y, Philippe, fonce. Gauche. Non. Et au bout de 26 minutes, j'entends Jacques qui crie Philippe, je suis sur un rocher. J'arrête de nager, je me retourne, la vague sortir, je fais J'étais tellement fatigué, lui, il entend le cri, il a mis sa grosse lampe torche, je fais je suis rendu. Et là, je vous promets, j'avais rien pris d'hallucinogène. J'ai vu l'huissier qui a décollé vers le ciel. Sauf qu'il décollait pas vers le ciel, une grosse vague monstrueuse dans la nuit noire qui fonçait droit sur moi pour me claquer contre la falaise. Chose que la vague n'a pas manqué de faire, bien sûr. Ce que je vous raconte là, après 13h26 minutes de nage, ça a duré 20 secondes maximum. Philippe, rocher. La combinaison s'est déchirée et tout. Jacques et Arnaud m'ont rattrapé par le bout des palmes. Ils extrémistes, ils ont tiré un grand coup, ils ont dit vite, faut te barrer de là. J'étais tellement fatigué, j'ai même pas compris que j'avais fini la traversée de la Manche à la nage. Et ce que je vais vous raconter là, mesdames, messieurs, c'est bientôt la fin. C'est certainement le coup du grand n'importe quoi, ou le coup du destin, j'en sais rien, mais le jour où j'ai quitté les côtes anglaises, on est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises cette journée-là. On est 4 à avoir réussi. Et moi, je suis arrivé à droite du Cap Griné. Le Cap Griné, c'est une plaine, c'est immense. Il y a des champs avec des moutons et tout ça. C'est très grand. Et il y a un nageur valide qui est arrivé à gauche du Cap Griné. Pile en même temps que moi. Et bien, toute ma famille, mes amis, tous ceux qui avaient fait le voyage pour découvrir mon arrivée, ils ont tous couru à gauche. Tous. Sauf 2. Il y a mon grand garçon, il a pris son petit frère par la main, il dit pour moi, papa il n'est pas à gauche, papa il est à droite. Mon père, mon grand-père, les engueulés, il dit non, les enfants, vous venez avec nous, c'est trop dangereux. Et Jérémy s'est fâché, il dit non, papy, papa il est de l'autre côté. Et il y a un ami, Jacques Desroches, qui a compris, une élue du département, ils sont partis tous les 4, ils ont sauté par-dessus les barbelés, les champs de moutons, ils ont couru à travers la plaine, ils sont tombés dans les trous d'eau, ils m'ont expliqué leur parcours. Et ils sont arrivés en haut de la falaise 5 minutes avant que je m'éclate. Et moi, ils m'ont repéré, j'étais un vrai sapin de Noël dans la nuit, on m'a mis des clignotants partout, sur la tête, sur les fesses, sur les palmes, pour pas me perdre dans la tempête. Et quand Jacques et Arnaud ont tiré un grand coup comme ça, pour me sauver la vie, en haut de la falaise, je les voyais pas, ils étaient trop noirs, j'ai entendu Papa, t'es le plus fort du monde, on t'aime, papa. Et là, j'avais retenu 13h26 minutes d'émotion, j'ai jeté mon masque et mon tuba. Moi aussi, je vous aime, les garçons. Et là, je me suis soulevé en l'air, on m'avait repêché, on m'a mis à bord du bateau, et là, j'ai vu Susanna en larmes dans les bras de mon entraîneur. Mon entraîneur en train de pleurer, Jacques et Arnaud pleuraient, le docteur pleurait, les 2 pêcheurs anglais pleuraient, l'huissier, j'ai fait pleurer un huissier. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris que j'ai pas traversé la Manche à la nage. On a traversé la Manche à la nage et on a réussi. Je vous remercie beaucoup. Vous l'avez compris, depuis mon accident, il y a toujours une équipe. Mes parents, ma famille, mon père a créé une association pour que je ne manque de rien. Ma famille, mes amis m'ont fait la chose la plus importante dans ma vie, ils m'ont offert mon autonomie. Une équipe, un groupe qui a réussi. Les pompiers qui m'ont sauvé la vie, l'hôpital, les centres d'éducation, encore une équipe. Quand je venais des aventures, il y a une équipe. Et aujourd'hui, s'il y a un festival comme celui-là, c'est parce qu'il y a une équipe. Merci à vous. C'est le plus beau parrain qu'on pouvait avoir pour lancer cette première édition du festival et toutes celles qui suivront à notre échelle, à nous. Oui, on va, au cours de ces 2 jours, tout rendre possible. Exactement. Ça va fonctionner, les gens vont être heureux, on va aller au bout. Et puis, tous ensemble, on va réussir à trouver les moyens pour grossir les rangs de celles et ceux qui s'engageront à nos côtés. Merci à toi, t'es un type formidable. Merci.